Bonsoir Alexandre Bompard. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Vous êtes depuis 2017 le PDG de Carrefour, premier employeur privé en France. Alors quelques chiffres pour présenter l'entreprise. On a parlé de 580 000 salariés à travers le monde. Carrefour, c'est 14 000 magasins de grande distribution dans plus de 40 pays, ce qui en fait l'un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Un chiffre d'affaires annuel de plus de 94 milliards d'euros. 20 millions de clients français, 150 000 salariés également en France, c'est dire l'ampleur du paquebot que vous devez manœuvrer. Alors Carrefour, vous y êtes arrivé il y a 7 ans, mais auparavant vous êtes passé par la Fnac, qui a racheté sous votre direction le groupe Darty, vous êtes aussi passé par les médias, on a eu pas mal de dirigeants de médias aujourd'hui, Canal+, Europe 1, par l'administration publique également, puisque vous avez été pendant quelques mois conseiller technique de François Fillon, quand il était ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité. Et d'ailleurs, à l'origine, vous êtes inspecteur général des finances, puisque c'est la voie que vous avez choisie en sortant de l'ENA. Vous avez donc été amené, Alexandre Bompard, à diriger des entreprises dans des secteurs très variés. Qu'est-ce que ça vous a appris du rôle de l'entreprise dans la société ? D'abord, ce rôle, il a assez profondément évolué. J'écoutais le passionnant débat précédent. On voit bien que les sujets, les thèmes, les missions, les questions qui sont posées à l'entreprise ne ressemblent pas à celles que j'avais en commençant ma carrière. Il y a une vingtaine d'années, le sujet principal que nous avions, et qui était d'ailleurs tout à fait acceptable et très noble, et qui est toujours un sujet central, qui était celui de la création de valeur pour les actionnaires, et selon le secteur d'activité, évidemment, ça s'articulait avec des objectifs économiques. Aujourd'hui, la conviction que j'ai, c'est que, évidemment, cette première mission, qui est essentielle, qui est j'allais dire, la pierre angulaire de tout, elle s'assortit d'autres missions que sont les missions selon les sujets environnementales, sociales, sociétales. Parce qu'au fond, on a à la fois la taille, les équipes, les expertises, les méthodes, et que plus la puissance publique est fragile, plus la puissance publique souffre, plus la puissance publique a un déficit de moyens, plus ce sont les acteurs de la société civile, les entreprises, les associations, qui doivent jouer un rôle, sans oublier que le rôle principal est évidemment celui de la création de valeur. Et donc, j'allais dire, le champ s'est élargi de mon point de vue. Alors, comment un dirigeant d'entreprise peut changer le monde ou la société ? Changer le monde, c'est toujours un peu excessif, mais cette combinaison des deux, elle est essentielle. Et ce qui la réunit, parce qu'au fond, je vois bien qu'il y a une question qui est sous-jacente à ça, c'est comment est-ce qu'on peut combiner les deux ? Au fond, ce qui combine les deux, c'est la notion de performance. D'abord, si votre entreprise ne va pas bien, si votre entreprise souffre, si vous la dirigez mal, votre capacité à embrasser des sujets de transformation sociale, sociétale, environnementale, elle est extraordinairement faible. Les entreprises, j'allais dire, qui peuvent embrasser ces transformations-là, c'est d'abord qu'elles sont performantes. Donc la base de tout, c'est que l'entreprise aille bien. Qu'elle aille bien, qu'elle soit pérenne, qu'elle crée des emplois, qu'elle se développe. Si elle n'a pas ça, elle ne peut pas embrasser d'autres sujets. Ça veut dire que le leader qui est capable d'embrasser les sujets de transformation, c'est d'abord le leader qui est performant. Et moi, j'ai la conviction, mais c'est une conviction personnelle, à cet égard, j'ai à la fois des points de convergence et des points de divergence avec ce que j'ai entendu précédemment. Je crois que le chef d'entreprise aujourd'hui, il se doit de s'engager sur un certain nombre de sujets qui sont ceux de son entreprise, de son secteur d'activité. Nous, on a engagé l'entreprise Carrefour, vous en donniez la taille. Je me suis dit en arrivant, je ne peux pas me dire que cette entreprise-là, qui fait 95 milliards de chiffre d'affaires, qui a 600 000 collaborateurs, elle n'a pas un rôle dans la transformation du modèle alimentaire. Elle n'a pas un rôle dans le lien entre l'alimentation et l'environnement. Elle n'a pas même un rôle dans la transformation des sujets d'inclusion dans un pays comme la France quand on est premier employeur. Elle a ce rôle-là. Elle n'a pas un rôle politique pour autant, mais elle a un rôle d'engagement. Et donc ma mission à moi, mon rôle, quand je suis performant, c'est quand j'arrive à combiner les deux. C'est quand même lié au marché, au secteur. C'est ça la limite de l'engagement peut-être sociétal ? Il faut que ce soit dans ce précaré-là ? Il faut que ce soit extraordinairement cohérent avec ce que vous faites. Alors, moi j'ai une particularité, les personnes qui ont créé ce groupe avec talent il y a une 60aine d'années,
lui ont fait porter le nom. Alors à l'époque, c'était simplement parce que c'était le croisement de deux routes, mais c'est un carrefour. Et donc, il y a très peu de sujets qui échappent à notre périmètre, j'allais dire. Les sujets de transformation climatique, on est concerné. Les sujets de transformation alimentaire, on est concerné. Les sujets de transformation sociétale, on est concerné. Les sujets de transformation sociale, on est concerné. Donc, on embrasse extraordinairement large. En revanche, quand un sujet, c'est malheureusement rare, je préférais qu'il y en ait un peu plus, ne me concerne pas ou sur lequel je n'ai pas de rôle ou qui ne correspond pas à mon métier, je le laisse de côté. Alors vous l'avez dit, on est un peu dans une société française en version miniature avec Carrefour. En plus, on est dans le quotidien des Français de par l'activité. Fort de ce constat, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez remonter comme problématique sociétale du terrain ? Est-ce que c'est l'aménagement des horaires de travail ? Est-ce que c'est plus d'inclusion ? Et comment vous y répondez ? D'abord, vous avez raison, pour savoir les sujets sur lesquels vous devez engager votre entreprise, il faut avoir des capteurs. Et les capteurs, dans un métier comme le nôtre, ce sont les capteurs du terrain. On a, on le disait pour la France, 150 000 collaborateurs. Sentir les sujets qui sont dans l'air du temps. On reçoit 20 millions de clients. Sentir les sujets qui sont dans l'air du temps. Si vous y prêtez un peu d'attention, c'est extraordinairement facile. J'ai eu quelques copains qui ont eu quelques responsabilités gouvernementales les dernières années. Et souvent, je leur disais, je n'en tirais absolument aucun mérite, c'est juste parce que c'est mon métier qui permet ça. Je leur donnais des bouts de capteurs de ce qui se passe dans la société. Mais c'est naturel, j'ai 20 millions de clients qui passent au cours d'une semaine dans un de mes magasins. Et j'ai 150 000 collaborateurs qui correspondent assez bien à la sociologie du pays. Donc on les sent, les sujets qui montent. On les voit venir. Alors évidemment, il y a deux grandes familles de sujets sur lesquels on est engagé pour notre part. Évidemment, tous les sujets de transformation du modèle environnemental, qui sont des sujets extraordinairement puissants. Moi, je ne crois pas, et je m'inscris un peu en faux, à cette idée qui consiste à dire que les Français font le choix de la fin du mois versus la fin du monde. Au fond, ils nous demandent de trouver des solutions et de ne pas avoir à se poser cette question-là. Certes, la fin du mois, c'est tout de suite, c'est là, c'est maintenant. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des solutions, et ça, c'est notre métier. Mais pour autant, leur intérêt pour tous les sujets qui tiennent à l'avenir de la planète sont extraordinairement présents. Et même la crise ne les a pas remis au second plan. Et puis après, il y a tous les sujets de transformation de la société dans son ensemble. Nous, quand on s'est engagé sur des combats comme l'endométriose, par exemple, chez les femmes, c'est parce qu'on a senti dans le terrain que ça remontait extraordinairement fort. Quand on a décidé qu'on recruterait 15 000 personnes en situation de handicap dans l'entreprise, en essayant de couvrir un plan sur le handicap très complet, à la fois en termes de recrutement, mais aussi en termes d'handi-accessibilité de nos magasins, c'est parce qu'on a senti la force de ce sujet dans nos équipes. Donc on essaye d'avoir des capteurs qui nous permettent de nous positionner sur les bons sujets, ceux sur lesquels l'entreprise est légitime. Et comment vous emmenez, entre guillemets, la société vers peut-être plus de consommation bio ? Comment, au-delà du constat, vous vous dites, on a envie d'avoir un impact ? Comment ça passe chez Carrefour, en fait, ça ? Il y a une contradiction inhérente à mon métier et qui n'a fait que se renforcer, c'est que, restons en France, les Français, ils ont envie de qualité alimentaire. Ils ont envie de mieux s'alimenter. Ils ont envie de mieux s'alimenter pour eux, ils ont envie de mieux s'alimenter pour leur santé, ils ont envie de mieux s'alimenter pour la planète. Et ce sujet est monté extraordinairement fort au cours de la décennie précédente. Mais en même temps, ils ne veulent, ne peuvent pas se l'offrir. Et l'hyperinflation qu'on a connue les 2 dernières années, quand les prix alimentaires prennent 20% en 2 ans alors qu'ils sont restés stables pendant 4 décennies, n'a fait que renforcer cette impossibilité-là. Et donc on a, vous le voyez souvent dans les sondages, vous avez des sondages qui disent « je veux mieux m'alimenter, je veux moins de produits transformés, je veux plus de produits frais, je veux plus de bio ». Et en même temps, je ne suis en réalité pas prêt à payer pour. Pas prêt à payer parce que tout simplement, j'ai une contrainte de pouvoir d'achat qui m'en empêche. C'est là qu'est mon métier, en tout cas la manière dont on l'exerce nous. Nous, notre sujet, ça a été d'essayer de voir comment
on pouvait concilier les deux. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait arriver à décliner une offre bio? On est leader mondial du bio. On a à la fois des enseignes bio qui sont spécialisées dans le bio, on a une offre bio à travers notre marque propre, on a du bio dans l'ensemble de nos magasins, et on a essayé, tout en respectant à la lettre l'ensemble des cahiers des charges européens, et Dieu sait qu'ils sont contraignants, d'offrir un prix du bio qui se rapproche du conventionnel. Ça, c'est mon métier. Mon métier, c'est d'essayer d'offrir de la qualité alimentaire à un prix accessible. C'est ce qu'on a appelé, nous on a adopté une raison d'être en 2019 par l'Assemblée générale des actionnaires, la transition alimentaire pour tous. Cette idée que la mission du groupe que je dirige, c'est d'apporter de la qualité alimentaire, des produits sains, des produits frais, à des prix accessibles. C'est le sens même de notre métier. Comme il y a 60 ans, ceux qui l'ont créé ont eu pour rôle de démocratiser la consommation de masse. À l'époque, c'était ça la mission du groupe de Carrefour. Aujourd'hui, son rôle, c'est d'assurer une qualité alimentaire accessible à tous. Vous avez dit par le passé que Carrefour doit être un moteur d'optimisme pour encourager la consommation, qui est votre cœur de métier. Mais comment concilier cet impératif de rentabilité économique, vous nous avez dit la performance, c'est le ciment, la base, cet impératif et le développement durable, ou en tout cas la mission que vous avez envie de développer, parce que, en quelque sorte, le développement durable demande une consommation plutôt raisonnée et pas forcément une consommation toujours plus effrénée. En fait, mon métier, c'est d'offrir le choix. Mon métier, c'est pas de me substituer au consommateur dans son choix. Souvent, on me dit, mais comment tu développes à la fois une ambition très forte sur les alternatives végétales, par exemple, et en même temps, tu conserves des poissonneries et des boucheries dans tes magasins? Une bonne question, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on s'engage sur le bio et en même temps, on conserve des produits conventionnels? Comment on s'engage sur des engagements très forts, des milliers de tonnes sur le plastique, etc. Et puis en même temps, on conserve des emballages plastiques. Il y a en apparence plein de contradictions, et il y en a. Mon métier à moi, c'est de donner le choix au consommateur et de lui offrir les moyens de ce choix-là. Et donc, je ne fais pas le choix pour lui. Je ne vais pas lui dire, bon, en fait, tu ne vas consommer que des produits bio et tu vas arrêter de consommer des produits responsables. Des produits conventionnels. Je ne peux pas lui dire, je n'ai pas à lui dire, tu dois arrêter ta consommation de viande et de poisson. Mais en revanche, je dois être capable de lui dire, je te développe les meilleures alternatives végétales du métier, du marché, pour que tu aies le choix. Et ces alternatives végétales, je les offre, je te les présente à un prix qui est accessible pour toi. Et j'explique pourquoi c'est bon pour la planète. Mais si tu vas ensuite à la boucherie ou à la poissonnerie du magasin, rencontrer nos bouchers et nos poissonniers, c'est formidable pour moi aussi. C'est ton choix. Et c'est cette liberté de choix qu'on doit être capable d'offrir. Et en même temps, évidemment, on prend des engagements extraordinairement forts sur notre marque propre. La marque propre Carrefour, ce sont tous les produits de marque Carrefour, qui font à peu près 40% du chiffre d'affaires qui a été énoncé tout à l'heure, sur lequel on a retiré les substances controversées, on a retiré les OGM, on prend des engagements extraordinairement forts sur le bien-être animal, etc., etc. Donc on prend des engagements chiffrés, très forts, et en même temps on laisse le choix au consommateur final, parce que c'est son choix, de s'engager dans une consommation responsable ou non. Parfois non, c'est juste je ne le peux pas parce que le produit transformé coûte moins cher, et c'est vers celui-là que je vais naturellement. Et alors comment concrètement une entreprise est un moteur d'optimisme ? D'abord, il faut un dirigeant optimiste. Et moi, je considère que mon rôle, parfois, je bataille un peu avec mes confrères. Moi aussi, je peux passer des milliers d'heures à parler de la surrégulation française, de l'empilement des normes, des difficultés de développer une entreprise française, de l'importance du fiscalo-social français, etc. Je le fais. Je le fais dans des cercles avec des pouvoirs publics quand je pense que j'ai une influence. En revanche, quand je m'exprime, à la fois devant mes collaborateurs ou dans des occasions publiques, j'estime que j'ai une mission qui est une mission de porter un message un peu positif. Je fais partie de ceux, ça peut être parfois un peu candide, mais j'assume mon côté candide, qui considèrent qu'on a ce rôle-là. On doit emmener un corps social vers des missions. On doit présenter l'ensemble
des accomplissements de l'entreprise, parce qu'on est un pays qui est gagné par une morosité qui est extraordinairement forte, qui fait aussi un peu partie parfois de notre caractère. Et donc la mission du dirigeant, du chef d'entreprise, c'est d'apporter, pas de l'optimisme béat, mais des réalisations, des accomplissements, des objectifs atteints. Et ça, je crois que c'est extraordinairement important. Nous, par exemple, on est un secteur d'ascenseur social. C'est extraordinaire l'ascenseur social dans un secteur comme celui-là. Songez que j'ai autour de moi des centaines, des milliers de mes managers qui sont rentrés à 17 ans ou à 18 ans dans le magasin, qui étaient stagiaires, qui étaient hôtesses de caisse, qui remplissaient des rayons et qui se retrouvent ensuite à diriger des magasins qui font 100 millions de chiffres d'affaires et 500 collaborateurs, ou qui sont membres du comité exécutif de tel ou tel de mes pays. On a un ascenseur social pur et parfait. Pur et parfait. Il n'y a pas de limite à cet ascenseur social-là. Eh bien, je le dis et je prends des actions pour l'accélérer, parce que je veux que cet ascenseur social fonctionne. Parce que l'optimisme, ça veut dire développer des actions qui accélèrent ces éléments-là. Donc on a créé une école des leaders qui chaque année diplôme 2000 de nos collaborateurs et qui ensuite franchissent un échelon dans l'entreprise. On a tout un plan d'action d'accès des minorités dites visibles à des fonctions managériales, parce que c'est le seul domaine où l'ascenseur social ne fonctionne pas de manière pure et parfaite, parce que j'estime que quand vous avez la chance d'avoir un corps social et un secteur d'activité où l'ascenseur social fonctionne, il faut donner des éléments d'accélération et il faut en parler. Donc on en parle beaucoup, parce que c'est un élément positif pour l'entreprise. Vous avez 17 ans et demi, 18 ans, vous venez d'un quartier difficile de Lyon, vous rentrez dans le magasin de Vénissieux, vous êtes au départ, vous remplissez les rayons. Si vous regardez autour de vous, si vous analysez la situation, vous vous dites, je peux me retrouver à la tête de ce magasin-là. Se retrouver à la tête de ce magasin-là, ça veut dire que vous êtes patron d'une PME qui fait 100 millions de chiffres d'affaires. Et ça nous arrive tous les jours. Tous les jours, je nomme quelque part dans le groupe, dans les 18 000 magasins du groupe, un collaborateur qui est rentré dans le magasin quand il avait 17 ans, sans diplôme. C'est une richesse exceptionnelle. Et donc, il faut le dire, il faut le promouvoir. Alors, il y a eu un bel exemple positif cet été qu'on a vécu, c'est les Jeux de Paris, évidemment, olympiques puis paralympiques. Carrefour était un partenaire majeur de cet événement. Vous avez notamment approvisionné en produits frais l'ensemble du village olympique. Il y avait même un magasin Carrefour au sein du village olympique. Et vous aviez, à la base, l'ambition d'en faire quelque chose de populaire. Quel impact ces Jeux ont-ils eu en interne et en externe? Est-ce qu'on pourrait faire une petite étude de cas sur ce qui a été vécu? D'abord, si vous m'y autorisez pour faire le lien avec ce qu'on vient de se dire, là aussi, quel pied de nez au déclinisme français. On a passé des semaines, des mois et des années à lire, à entendre que nous étions désormais incapables, mais relisez ce qui a été écrit, c'est prodigieux, incapables d'organiser un événement comme celui-là, incapables. On n'était plus capable de gérer la sécurité, on n'était pas capable d'organiser un grand événement, etc., etc. Ça a duré des semaines, des mois, des années. Quand j'ai engagé l'entreprise Carrefour, ensuite vraiment je vais vous répondre à votre question, j'ai dû faire face à une série, y compris en interne, d'ailleurs je l'acceptais très bien, hein, de réactions négatives sur « mais cet événement sera de toute façon un événement qui va échouer », qui est extraordinaire. Bon, je crois qu'au moment où les Jeux paralympiques se sont terminés, on a pu avoir ça et là des réserves sur tel ou tel élément, mais on a tous eu un sentiment, j'espère que vous le partagez, de très grande fierté d'avoir su organiser ces événements-là. Moi, j'ai accueilli, et vraiment je vais répondre à votre question, des centaines de chefs d'entreprise venus du monde entier que j'avais invités. Certains qui avaient vécu toutes les Olympiades des 3 dernières décennies, qui me disaient « on n'a jamais vu ça ». Mais quelle fierté pour notre pays, disons-le. Il faut qu'on soit capable de dire ça. Maintenant, je réponds à votre question. Pardonnez-moi. Vous y répondiez déjà en partie. J'y répondais en partie seulement. Merci. La question que je me suis posée quand on s'est engagé pour ces Jeux Olympiques, et que le dialogue que j'ai eu avec Tony Estanguet, c'est qu'est-ce que ces Jeux Olympiques peuvent apporter à Carrefour et qu'est-ce que Carrefour peut apporter à ces Jeux Olympiques? Moi, je n'ai pas besoin de faire connaître ma marque. A priori, les gens savent ce qu'est Carrefour. La question que j'avais, c'est qu'est-ce que je peux apporter de différent? Et la conclusion à laquelle je suis arrivé avec Tony Estanguet, et c'est la raison pour laquelle on s'est engagé, c'est
Carrefour va donner un ancrage populaire formidable à ces jeux. Parce qu'on a des milliers de magasins, parce qu'on a des milliers de collaborateurs et qu'on accueille le nombre de clients que je vous donnais. Mais pour ça, il faut que ces Jeux Olympiques soient complètement ancrés dans cette dimension populaire-là. Et qu'on organise des centaines d'événements dans nos magasins, qu'on accueille, ce qui a été le cas au village, notamment au Club France, des centaines de milliers de personnes qui sont venues tous les jours, qu'on fasse gagner des milliers et des milliers de places à nos clients, et puis que mon corps social s'approprie cet événement-là. Que le corps social se dise, je porte le maillot Jeux Olympiques, je vais aller aux Jeux Olympiques, je vais pouvoir être volontaire pour travailler aux Jeux Olympiques, je vais faire des tournois inter-entreprises pour participer aux Olympiades, je vais aller aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Et c'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai invité, je disais, quelques dizaines d'invités, mais j'ai surtout invité des milliers de mes collaborateurs et de mes clients à venir assister à quelque chose lié aux Jeux Olympiques, parce que je voulais donner cette dimension populaire-là. Et ça, on l'a réussi. Après, on était aussi, vous le savez, le fournisseur officiel de produits frais des athlètes, qui mangent beaucoup, d'ailleurs, je vous le confirme. Même presque plus que ce qu'on avait anticipé. Et on a essayé, je disais que le handicap était la grande cause de notre plan Carrefour 2026, on a essayé que les Jeux paralympiques, et ça a dépassé un peu nos espérances d'ailleurs, soient vraiment le moment le plus fort de notre engagement, en associant le plus possible nos collaborateurs. On avait beaucoup d'équipiers. Vous savez, on a fait une équipe d'athlètes et de para-athlètes qui se sont comportés de manière exceptionnelle. Et on a essayé que ces Jeux paralympiques mettent en lumière tous les engagements de Carrefour, à la fois dans le recrutement, je le disais. On a des magasins handi accessibles où on a réuni dans une soixantaine d'hypermarchés l'ensemble des initiatives qu'on prend pour que les personnes qui ont un handicap, quand ils viennent dans un magasin, soient reçues de manière plus confortable pour eux. Donc ces Jeux paralympiques ont été aussi pour nous un moment d'allégresse extraordinairement forte. Et moi, j'étais très fier de mon pays et j'étais très fier de l'entreprise dont j'ai la charge à travers ces Jeux. Mais vous diriez finalement l'impact a été plus fort en interne ou sur l'image externe, ces Jeux avec Carrefour? Les deux ont beaucoup de résonance chez nous, parce qu'on est tellement dans la vie de nos clients que quand l'interne vit bien un événement, il rejaillit sur nos clients. Mais pour réussir, il fallait que ce soit d'abord un événement interne. Il l'a été. Et après, je crois, mais si j'en crois toutes les études qui ont été faites, que Carrefour a été perçu comme un des, voire le principal partenaire de ces Jeux, parce qu'il y a eu un engagement extraordinairement fort du corps social. Il y a eu plein d'initiatives auxquelles je n'aurais jamais pensé, qui sont venues du corps social. Et ça a été ma plus grande satisfaction. Alors un mot peut-être sur quelque chose que les entreprises adoptent de plus en plus, c'est le statut d'entreprise à mission. Carrefour en est une. Je crois que vous avez un peu évolué peut-être sur cette notion et sa pertinence. Est-ce que pour vous c'est un véritable levier de changement ou c'est un gadget RSE? Si c'est un gadget RSE, il ne faut pas le faire. Si vous vous dites, en fait, ce que je veux, c'est cocher la case, il ne faut pas le faire. Moi, il m'est arrivé de débattre là aussi avec certains de mes collègues. Je revendique, et je n'ai pas de mal à le dire, que ma mission principale, celle pour laquelle j'ai été nommé, c'est de créer de la valeur. Je dois créer de la valeur. Si je ne crée pas de la valeur économique, j'ai un problème. Si l'entreprise va mal, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de difficultés, comme vous le savez. Si on n'avait pas fait une transformation formidable avec les équipes, si on n'avait pas pris des décisions difficiles à assumer par les équipes et qui sont difficiles, ça ne fonctionne pas. Donc je dois d'abord créer de la valeur. Ensuite, comme je vous le disais, je suis dans une entreprise assez particulière. Cette entreprise, elle est avant-gardiste par essence. Elle a un temps inventé un modèle qui était, pour les plus anciens, le modèle de l'hypermarché, qu'elle est allée exporter partout dans le monde en plantant le drapeau français. Elle a inventé, elle a été avant-gardiste. Moi, j'ai dirigé plusieurs entreprises. Comme vous le savez, je suis toujours très sensible à une question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'était cette entreprise quand elle fonctionnait bien? J'ai dirigé Europe 1, ça n'allait pas bien qu'au moment où je suis arrivé, je me posais la question, qu'est-ce qui allait bien quand c'était une radio que les Français aimaient? Pareil pour la FNAC, pareil pour Canal+, pareil pour Carrefour.
je suis arrivé chez Carrefour, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle avait de si singulière? Ce qu'elle avait de singulière, c'est qu'elle était avant-gardiste, qu'elle a inventé des choses, qu'elle a pris des risques. Mais l'avant-gardisme, ça ne se décrète pas. Hein. Pas parce que vous dites que vous êtes avant-gardiste que vous allez l'être. Et donc, pour ça, on a pris, et j'ai pris la décision qu'on s'engage, en effet, pour répondre à votre question très directement, qu'on adopte une raison d'être, que permet la loi Pacte, la transition alimentaire pour tous, parce que j'avais le sentiment que le type d'entreprise que je dirige aujourd'hui, l'entreprise que je dirige aujourd'hui, elle doit avoir une mission. Il faut qu'elle ait des engagements. Si elle n'a pas d'engagement, l'entreprise qui a du mal à se mobiliser. Et donc, on a pris cet engagement de la qualité alimentaire accessible à tous pour embarquer le corps social et emmener nos clients dans cet écosystème-là. C'est ça qui a prévalu dans le choix que j'ai fait. En tant que dirigeant, à quoi vous êtes attentif? Quels sont vos points de vigilance, justement, pour embarquer tout le monde quand il y a une conduite du changement, quand on récupère les magasins Cora, quand il y a des décisions difficiles à prendre? À quoi vous faites attention véritablement dans ces moments-là? Parce que tout n'est pas rose. Non, tout n'est jamais rose. Avec le temps, parce que je vieillis, je suis de plus en plus attentif aux signaux faibles. Quand j'étais un jeune dirigeant, je regardais les gros trucs et je disais, bon, ça c'est un petit truc, ça va aller. En fait, ce sont les signaux faibles qu'il faut arriver à détecter. Et il faut les détecter tôt. Et je me trompe, malheureusement. Il y a des signaux faibles que je ne vois pas, que je vois insuffisamment, etc. Mais c'est ce à quoi je suis le plus vigilant. Et les signaux faibles, ça demande un peu d'expérience, ça demande d'avoir des capteurs du terrain. C'est pas facile. Et vous avez raison, ce d'autant qu'on est dans un secteur très difficile. C'est difficile, la grande distribution. C'est un secteur ultra concurrentiel, avec des acteurs qui sont en difficulté, avec des personnes qui se posent des questions sur l'avenir même de leur métier. Quand vous êtes hôtesse de caisse dans un magasin de la grande distribution, il y a une dizaine d'années, vous avez vu arriver des caisses automatiques, vous vous êtes dit, mais est-ce que mon métier va demeurer? J'ai fait ça depuis 30 ans, j'ai été formé à rien d'autre. Qu'est-ce que je vais faire demain? Et en même temps, vous avez une fierté immense du métier qu'est le vôtre. Souvent, quand je suis dans les salons parisiens, on me parle des hôtesses de caisse comme si c'était un métier qui n'avait pas de valeur. Mais si je vais dans la banlieue de Lyon tout à l'heure, voir des magasins, si je continue mon tour ce week-end et que je vais discuter avec les hôtesses de caisse, ce que je vais faire, hôtesse de caisse dans les territoires, c'est un statut, c'est un métier, c'est un élément de relation avec les clients, c'est un vrai métier. Mais vous avez de l'inquiétude. Et donc, quand il y a de l'inquiétude, quand il y a de la transformation, moi j'ai pris des décisions très difficiles, hein, j'ai réduit des tailles de sièges, j'ai fermé des pays, ce sont des décisions toujours difficiles, ça veut dire que votre corps social, il est inquiet. Et moi je sais que mon corps social est inquiet. C'est un corps social qui regarde autour de lui. Dans la dernière semaine, dans les 15 derniers jours, il a vu chez nos concurrents, et c'est jamais une bonne nouvelle dans un métier, 5000 emplois qui sont supprimés, c'est jamais une bonne nouvelle, contrairement à ce qu'on peut penser, et ça renforce son inquiétude. Et donc, il faut essayer de dépasser cette inquiétude-là, à la fois en communiquant sur votre bonne santé, quand la santé est bonne, sur vos projets, sur vos engagements, sur la perspective que vous donnez. C'est jamais facile, c'est une remise en cause permanente, mais c'est ça la mission d'un chef d'entreprise. 150 000 salariés en France, comment justement vous vous armez pour repérer ces signaux faibles et éviter un peu le phénomène de la tour d'ivoire? Parce qu'un groupe d'une telle taille, c'est quand même pas rien. Quels sont les secrets ou peut-être les critères qui vont faire que justement vous allez être en capacité de les repérer, ces signaux faibles? Je vais vous raconter une anecdote qui dit plus que les analyses. Quand le Covid est arrivé, on s'en souvient, c'est vieux maintenant quand même, dans notre esprit. Comme tout le monde, j'ai eu des mesures qui ont été prises. On m'a dit qu'il faut fermer le siège social des entreprises. Je me souviens très bien, il se trouve que je connaissais bien le Premier ministre de l'époque et un de mes grands amis, et donc je vois la décision, fermeture du siège social. Et je suis allé dans un de mes magasins, enfin je faisais le tour de mes magasins, c'était les premières heures des fermetures, ce fameux samedi soir où les décisions étaient prises. Donc le dimanche, je fais le tour de mes magasins et je vois mes collaborateurs et mes collaboratrices. Ils n'avaient pas le loisir de rester confinés,
d'avoir un travail devant le Zoom et le Meet, etc., etc. Parce que la mission, c'était presque une mission d'intérêt général à ce moment-là. Et j'ai pris la décision, qui a été une décision qui m'a été reprochée par certains pouvoirs publics à l'époque. Je suis le seul siège social qui n'a pas fermé. J'ai même pris une décision qui était contraire à la législation de l'époque. J'ai obligé mes 150 principaux collaborateurs à venir tous les jours. Donc j'aurais dit, tous les jours, vous venez travailler. Parce qu'on a en France 148 000 collaborateurs qui ne se posent pas la question. Ils sont dans les magasins, ils sont dans les entrepôts. Et donc nous, prendre une voiture, venir au siège social, croiser personne, arriver dans un bureau, travailler, aller voir les magasins, on peut quand même le faire. Et à l'époque, je me souviens, j'avais des collègues qui dirigeaient d'autres groupes qui me disaient « Mais pourquoi tu n'as pas fermé ton siège social comme tout le monde ?» mais parce que les capteurs du terrain m'ont montré que ce n'était pas possible. J'avais discuté avec des hôtesses de caisse. À l'époque, on n'avait pas encore les plexiglas, on n'avait pas les masques, etc. etc. Je mesurais le niveau d'inquiétude de la population, de mes propres collaborateurs. Je me disais « Mais vraiment, ce serait indécent et on aurait un énorme problème de crédibilité managériale si on se mettait en télétravail. » Et si on n'allait pas nous-mêmes dans les magasins, bah ça, c'est les capteurs du terrain. L'avantage que j'ai, peut-être par rapport à d'autres secteurs d'activité, j'ai ma dimension tour d'ivoire. Hein, il faut jamais se méprendre. On est tous dans une tour d'ivoire dans nos responsabilités. Mais je crois que je la combats en permanence parce que c'est un métier de terrain. C'est un métier où, si vous ne vous promenez pas, si vous n'allez pas voir les équipes, vous ne le faites pas bien. Et je le fais beaucoup, j'aime ça, moi. Et donc... le plus sûr moyen de savoir de ne pas être dans une tour d'ivoire, c'est de se balader, d'avoir un dialogue libre, d'inviter les collaborateurs à vous poser des questions, à vous dire quand ils ne sont pas contents, d'être à hauteur d'homme. Ce n'est pas très difficile dans nos métiers. Est-ce que j'y arrive tout le temps? Non. Est-ce qu'il y a des messages qui devraient m'être passés qui ne me sont pas passés? Non. Est-ce que j'entends tout? Non. Mais en tout cas, je fais cet exercice-là. Je n'ai pas de mal à le faire parce que j'aime le faire. Mais en effet, c'est central parce que sinon... vous ne savez pas ce qui se passe dans votre entreprise. Le seul moyen que vous avez, c'est d'y aller seul, d'y passer du temps. Et je dis souvent à mes équipes le week-end, quand ils me demandent ce que je fais, je dis je vais me promener. C'est une promenade. Je comprends ce qui s'y passe si je me promène. Si j'y vais avec 22 collaborateurs en randonnion qui m'accueillent, personne ne va me parler. Ils me parlent si je me promène. Et donc, c'est la manière d'avoir des capteurs dans l'entreprise. Vous avez parlé législation il y a quelques instants. Vous avez commencé votre carrière dans la fonction publique. Aujourd'hui, vous dirigez le premier employeur privé en France. De l'autre côté de l'Atlantique, on a Elon Musk qui va devenir ministre de l'efficacité gouvernementale dans le gouvernement de Donald Trump pour, je cite, démanteler la bureaucratie gouvernementale. Est-ce à dire qu'il faut passer en politique pour changer le contexte économique ? D'abord, j'ai eu un petit goût, pré-Elon Musk de cette thématique-là, parce que la semaine dernière, j'étais en Argentine, où Carrefour est leader de marché, et j'ai rencontré le président Milei. Et le président Milei a fait en Argentine ce que Elon Musk et Donald Trump veulent faire aux États-Unis. C'est tout à fait stupéfiant à observer, et j'ai eu, je dois dire, un dialogue très singulier. Non, je ne le crois pas. Alors, qu'on ne se méprenne pas. Moi, je viens, en effet, j'ai commencé ma carrière comme haut fonctionnaire et je fais partie des chefs d'entreprise. Parfois, ils me le reprochent. Mais vous savez, quand on est passé dans la haute fonction publique, on est souvent les pires quand on parle de l'administration parce qu'on veut faire oublier qu'on y est passé. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que ceux qui servent l'intérêt général sont des personnes qui doivent être respectées. Servir l'intérêt général, s'engager en politique, être dans la haute administration, c'est là où l'intérêt général se fait. C'est là où il se décide. Ce sont ces personnes-là qui le portent. Et à cet égard, j'ai du respect pour ce qu'ils font. Et j'ai beaucoup de respect pour cet engagement-là. En même temps, et ça fait le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai la conviction, et on le démontre tous les jours, ce n'est pas une conviction, que les grandes entreprises, par leur taille, par la qualité des équipes qui sont les leurs, par leur processus, par leur méthode, par leur dimension mondiale, elles peuvent peser sur les transformations, participer de cette mission collective. Quand vous prenez la décision de réduire de milliers de tonnes l'emballage, vous participez de ça. Quand vous prenez un engagement net zéro à 2030, vous participez de ça.
Quand vous demandez aux 100 plus grands producteurs industriels de respecter une trajectoire à 1,5 degré, sous peine de ne plus être présents dans les rayons Carrefour, vous participez de ça. On a cette taille qui permet de le faire. Et donc, on prend des engagements en permanence, qu'ils soient sur des sujets climatiques, environnementaux, alimentaires, sociétaux, sociaux, qui font qu'on œuvre au service de l'intérêt collectif. Pour autant, l'intérêt général, c'est quelque chose de très particulier qui s'exerce dans la fonction politique. Mais est-ce que vous diriez que diriger Carrefour, finalement, c'est un rôle politique au sens littéral du terme, l'animation de la vie de la cité? Oui, si c'est au sens littéral du terme, oui. Il y a dans ma fonction une partie qui relève, mais là aussi, l'entreprise Carrefour est différente d'autres entreprises. Il y a dans mes fonctions une partie qui relève de l'animation de la vie de la cité. Parce qu'encore une fois, quand vous vous dites « je vais recruter 15 000 collaborateurs en situation de handicap », vous faites quelque chose pour le handicap. Quand vous vous dites « je vais briser le plafond de verre qui empêche les minorités visibles d'accéder aux fonctions managériales », vous participez de la vie de la cité. Quand vous dites « l'égalité homme-femme s'inscrit à travers des engagements extraordinairement forts dans l'entreprise », vous participez de la vie de la cité. La limite à ça, c'est l'engagement politique. Moi, je ne prends jamais de position politique, même quand on me le demande. Parce que là, j'estime que ce n'est pas mon rôle. Je dois être engagé sur des sujets de transformation de la société. En revanche, l'engagement politique, ça, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle de chef d'entreprise. Quand on regarde votre carrière, quand vous regardez votre propre carrière, est-ce qu'il y a un effet de taille sur l'impact de l'engagement sociétal d'une entreprise? Ah oui, oui, indiscutablement. Et alors, qu'est-ce que ça vous... Quel est votre regard sur cette fonction que vous avez aujourd'hui là? J'allais dire, si je réunis les deux grandes passions que sont ma vie, moi j'aime la chose publique, j'aime la transformation de la vie de la cité, j'aime les débats publics, et j'adore diriger des entreprises. J'adore diriger des femmes et des hommes, j'adore conduire des stratégies, j'adore l'exécution des stratégies. Carrefour est une entreprise idéale pour ça, parce qu'en fait, elle est une réunion extraordinairement judicieuse et pertinente de ces deux passions-là. Elle me permet, à travers des engagements très forts, de participer de la chose publique, encore une fois, en ne participant jamais de la chose politique. Et en même temps, évidemment, c'est une vraie entreprise, ça va sans dire, avec des contraintes d'entreprise, avec le management d'équipes nombreuses. Et ça, c'est ce qui me passionne le plus. Le thème de la journée qu'on clôture actuellement, c'est faire société en entreprise, un peu, beaucoup, jusqu'où? Quelle serait votre réponse à cette question-là? Il faut aller le plus loin possible. Mais mesurer combien c'est difficile. Quand une société souffre au sens pays, quand une société est traversée par des débats, quand une société est traversée par des fractures, les entreprises le sont aussi. Et donc, notre rôle, moi, mon rôle de chef d'entreprise au sein de Carrefour, c'est de créer un environnement, des conditions, des engagements qui permettent au corps social de s'y sentir bien. Je vous le disais tout à l'heure, bon nombre d'initiatives qu'on a prises sont nées du terrain parce que le terrain a considéré que c'était les bons sujets. C'est très intéressant de penser aux jeunes générations. Les uns et les autres, nous vieillissons un peu et c'est toujours passionnant de penser aux jeunes générations. Moi, je dis souvent, on me demande souvent quelle est votre plus grande fierté dans ces dernières années à Carrefour. Fierté, j'en ai pas beaucoup, mais des satisfactions. Une de mes grandes satisfactions, c'est de savoir qu'aujourd'hui, on est une des, voire là, selon pas mal de sondages, entreprises où le plus de jeunes diplômés ont envie de venir. Pourquoi ils ont envie de venir? Ils n'ont pas envie de venir pour la grande distribution. Il y a 10 ans, ils n'avaient aucune envie de venir chez nous. Vous aviez fait HEC, Polytechnique, Sciences Po, etc. Vous disiez la grande distribution, mon Dieu, je ne vais jamais aller faire ça. Pourquoi ils ont envie de venir? Parce qu'ils se disent qu'on change les choses à échelle. Parce que la jeune génération, plus que la mienne d'ailleurs, elle a envie d'avoir du sens. Elle a envie d'avoir des engagements. Et quand elle voit une entreprise qui s'engage sur des sujets à échelle, parce que chez nous, tout est à échelle, tout est gros, ils ont envie de rejoindre cette entreprise-là. Et ça, c'est une des fiertés, une des satisfactions que j'ai en tant que chef d'entreprise. Et ça participe du vivre ensemble. Un grand merci, Alexandre Bompard, d'avoir été notre témoin pour clôturer cette édition des Entretiens de Valpré. Merci à vous. J'ai une question. Le chef, il adore la question supplémentaire. C'est la question bonus finger. Je croyais presque. Et non, tu vas pas de ça. Quand je t'écoute, bon, tout le monde connaît Alexandre, sa carrière, et je t'ai connu il y a 16 ans, quand tu étais... T'en as plus?
Ouais, jeune prodige des médias et tu volais de job en job à Paris. Et puis après, on t'a vu arriver chez Carrefour, on s'est dit, bon, bah, c'est une étape. Et qu'est-ce qu'il va faire après déjà? T'étais déjà pas arrivé qu'on commençait à dire, oh, il va être là 3 ans, 4 ans, mais il se prépare à autre chose. Dès qu'il y a un remaniement, quelque chose, on dit, ah bah, Monsieur Bompard, il est dans les petits papiers, il a été appelé, etc. Et quand je t'écoute, et quand je te vois surtout, parce que j'ai un peu de recul, j'ai l'impression que tu as trouvé ton équilibre et que finalement, ça dure parce que tu as l'air d'être heureux. Je me trompe ou... On va pas faire ma psychanalyse collective. Je peux me permettre, moi, quand même. Non, mais tu as tout à fait raison. Je suis incroyablement heureux dans ce que je fais. J'ai beaucoup de chance. Ça réunit, c'était la question tout à l'heure, beaucoup de choses que j'aime faire. C'est difficile, c'est exigeant, c'est incertain. Je ne sais pas si on va réussir à la fin, mais c'est une mission que j'adore et j'y suis extraordinairement heureux. Et c'est vrai que la transformation que je vois est incroyable. C'est-à-dire cette épaisseur que tu as pris, puis en même temps tu gardes l'optimisme. C'est fantastique. Parce que je trouve que tout ça, ça se sent dans ce que tu dis. Donc merci à toi. Merci de votre invitation. Merci.